Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir une autre fois. On continue avec l'émission Rétro Info de la semaine, les questions de cette deuxième émission, la condamnation du journaliste français Christophe Glaise. Donc le journaliste français qui a vu sa peine de 7 ans de prison confirmée en appel. Mais aussi, on va revenir sur la condamnation du journaliste Saad Bouakba, condamné à 3 ans de prison avec sursis et 1 million de dinars d'amende. La question des libertés en Algérie, les appels de Louisa Hennoun ou le constat de Rahabi et l'appel de Louisa Hennoun après avoir vu Abdelmajid Tebboune ou rencontré Abdelmajid Tebboune, elle qui déclaré dans une conférence de presse que Abdelmajid Tebboune avait parlé d'une amnistie ou de libération des détenus d'opinion, amnistie générale politique. On va revenir sur toutes ces questions. D'abord, la condamnation du journaliste français Christophe Glaise. Oui, Christophe Glaise est donc condamné à 7 ans d'emprisonnement. C'est 3 ans de moins que ce que le représentant du parquet avait requis en milieu d'après-midi devant la cour criminelle d'appel. La justice a donc considéré que le reporter français n'était pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique, mais pour commettre un acte hostile envers le pays. À la barre, Christophe Glaise a pourtant demandé pardon, reconnu des erreurs journalistiques. Il a réclamé la clémence pour pouvoir retrouver sa famille. Sa famille, elle, qui espérait une issue favorable. Ce soir, Christophe Glaise reste donc en prison. Il a déjà passé 5 mois en détention. Un pourvoi en cassation est possible, mais cette condamnation définitive lui ouvre aussi une autre voie, la possibilité d'une grâce présidentielle s'il en fait la demande. Voilà, donc les médias français qui ont réagi à cette condamnation, mais aussi, Boualem Sansal lui aussi a réagi à cette condamnation. J'étais à la fois effondré et à la fois heureux. Effondré et heureux? Oui, et effondré parce qu'on n'avait pas besoin, l'État algérien n'avait pas besoin de poursuivre dans cet acharnement. Il aurait pu le condamner à 6 mois de prison. Et il sortirait aujourd'hui même. Puisqu'il avait fait ces 6 mois, donc il serait sorti Exactement. À l'issue. Voilà. Donc il y a quand même une volonté, un acharnement contre ceux qui seront supposés être, qui complotent contre l'État algérien, etc. Et voilà, mais ça ne me surprend pas. Ça m'a beaucoup touché, mais ça ne me surprend pas. Donc effondré d'abord, mais pourquoi heureux? Ça y est, il va sortir. Il va sortir dans 1 semaine, 2 semaines, il va être gracié. Vous voulez dire que en fait, là, c'était un processus normal pour sortir de la justice, et maintenant c'est le président qui va pouvoir le gracier, c'est ça? Maintenant, le gouvernement a tous les instruments. Il peut le gracier, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand le dossier est aux mains de la justice, il y a des procédures. Voilà, donc réaction de Boualem Sansal, lui qui a été gracié. Maître Salah Debbouz, votre réaction, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Bien sûr, Boualem Sansal dit qu'il est heureux parce qu'il sait très bien qu'il va être gracié, d'après lui, bien sûr. Donc on parle de Christophe Glaise, ce journaliste français, condamné à 7 ans de prison en appel, mais aussi la condamnation de Saad Bouakba à 3 ans de prison avec sursis, 1 million de dinars d'amende. D'un côté, après cette grâce de Boualem Sansal qu'on vient d'écouter, Maître Salah Debbouz, on s'est dit peut-être qu'il y aura une période d'apaisement. Après, ces condamnations ont contredit cette politique d'apaisement et cette grâce de Boualem Sansal. Qu'est-ce qui se passe, Maître Salah Debbouz? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a deux volets dans ce dossier. Il y a un volet général, c'est-à-dire en Algérie, il n'y a pas de liberté, il y a une répression presque généralisée. Le champ des libertés est très très rétréci. Alors vous avez des condamnations de syndicalistes, d'avocats, de journalistes, de politiques, donc tout ce qui bouge, tout ce qui s'exprime librement et qui va à l'encontre de ce que veut entendre ou faire dire les autorités, est systématiquement emprisonné. Ça, c'est un volet. Et l'affaire de Saad Bouakba va dans ce sens, donc ça, c'est un volet. L'autre volet, le journaliste français qui a été condamné, ça, je pense, à mon avis,
c'est une autre paire de manches et c'est une autre question qui a sa particularité et je pense qu'elle est en lien avec le dossier de Ahmed Dized qui a été enlevé et dont certains cadres de l'ambassade de l'Algérie étaient impliqués. Enfin, c'est ce que disent les Français. Ils disent que certains cadres sont impliqués, il y a même un agent consulaire qui est en prison. Et je pense que c'est en relation avec ce dossier que ce journaliste est condamné et que les autorités algériennes essayent de marchander la libération du diplomate et même la fermeture de ce dossier d'Ahmed Dized qui a l'air d'être très très compliqué, très complexe et très dangereux hein, parce que ça implique une atteinte à la souveraineté de la France, c'est-à-dire par des officiels algériens. Et donc, je pense que ça a relation avec ça. Quant à ce qu'a dit Louisa Hanoun, je veux juste préciser qu'elle a dit, je l'ai entendu tout à l'heure, j'ai écouté une partie de un entretien qu'elle a donné à un journaliste, elle a dit que Tebboune a parlé de grâce et elle lui a dit non, Monsieur le Président, nous on voudrait une amnistie. Donc Tebboune n'a pas proposé d'amnistie. Mais on va revenir sur les Maître Salah Debbouz. On va revenir, on va faire passer les déclarations de Louisa Hanoun. Mais restons sur ces condamnations, puisque ce que j'ai compris par rapport à la condamnation du journaliste français Christophe Glaise, c'est que vous êtes en train de dire que cette condamnation est une forme de marchandage. Oui, moi je considère le journaliste, je suis d'avis de ceux qui considèrent ce journaliste comme un otage et que cet otage c'est en relation avec l'affaire de Ahmed Dized et le diplomate qui est en détention parce qu'il serait impliqué dans l'affaire de Ahmed Dized. Mais ceux qui critiquent Maître Salah Debbouz, qui disent que ce journaliste, et vous êtes avocat, vous allez nous éclairer, est rentré avec un visa touriste qui n'était pas adéquat pour faire un travail journalistique, on va dire. Est-ce que vous pensez aussi qu'il a fait des erreurs aussi de sa part, ne pas demander un visa de travail pour mener son travail de journaliste. Est-ce que c'est raisonnable pour le condamner à 7 ans de prison? Écoutez, si on arrive avec un visa pour une mission, enfin pour un objectif et on fait autre chose, le plus simple c'est le refoulement. On vous prend, vous dit écoutez, monsieur, vous n'êtes pas autorisé à faire du journalisme ici, vous n'êtes pas entré, vous n'avez pas un visa de travail en tant que journaliste et donc vous rentrez chez vous, c'est tout, c'est pas un crime. Ce journaliste, il est condamné pour espionnage, c'est-à-dire pour apologie du terrorisme. Voilà, donc pour apologie du terrorisme. Bon, donc ce n'est pas l'objet de donc ce que prétendent ceux qui disent que le visa n'est pas le visa de travail, c'est une autre histoire. Apologie de terrorisme, il y a même des Algériens qui sont condamnés pour ça. Alors maintenant, il faut savoir est-ce qu'on lui reproche l'apologie de terrorisme ou alors est-ce qu'on lui reproche d'être venu avec un visa de touriste et d'avoir fait du journalisme avec un visa de tourisme. On ne comprend pas. De toute façon, les dossiers algériens, les dossiers de justice de façon générale, on vous appelle pour une chose et on vous est accusé d'autre chose. Moi, personnellement, j'étais victime de ça. C'est-à-dire, je travaillais en tant qu'avocat et on me reprochait de faire autre chose que ce que je devais faire. Et dans le dossier, j'ai beau fouiner pour comprendre, je n'avais jamais compris. Il y avait de l'article 87 B, il y avait même l'apologie du terrorisme. En Algérie, quand on veut vous coller une accusation, on vous sort ça. C'est un kit qui peut aller avec tout le monde et avec n'importe quoi. Mais de toutes les manières, moi je pense et je suis d'avis, je trouve même la déclaration de Boualem Sansal quand il dit je suis heureux, il pense que moi je pense qu'il y a un peu de naïveté de sa part. Il pense que la justice en Algérie elle est indépendante du pouvoir politique et que Tebboune ne peut pas gracier ce journaliste parce qu'il n'a pas encore, il n'y a pas de décision de justice définitive, donc ça peut pas aller sur le pont. Non, c'est faux, c'est complètement faux. On a vu
Tebboune gracier des gens qui étaient en détention provisoire, qui n'étaient même pas jugés, d'autres qui avaient un jugement de première instance, etc. Donc la justice en Algérie n'est pas indépendante. Ce dossier n'a rien à voir avec, à mon avis, avec la politique, avec la justice. C'est un otage qui les autorités algériennes pensent pouvoir marchander avec les autorités françaises. Sauf que de l'autre côté, il y a un dossier très lourd qui implique des responsables. Il y a même 2 ou 3 autres cadres qui ont un mandat d'arrêt international. Et certaines sources parlent de l'implication de Tebboune en personne dans ce dossier. Donc c'est très sérieux. Hein. Donc alors moi je pense que ça a relation avec ce dossier-là. Très bien, restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Hamid Lello, qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr, par rapport à la question de cette condamnation du journaliste Christophe Glaise. On lui reproche bien, il est accusé d'apologie du terrorisme. Dans son enquête donc, sur la GSK, il avait entretenu, donc avait des entretiens avec des membres, on dit, des membres du MAC. Mais comment vous avez trouvé cette condamnation? Parce qu'il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de l'incohérence dont l'évolution, après donc, cette grâce de Boualem Sansal, on commençait à parler donc, que la page a été tournée concernant cette crise qu'il y a entre Alger et Paris. On commençait à annoncer le ministre de l'Intérieur qui va se déplacer à Alger, et on parlait aussi de la grâce de Christophe Glaise, ce journaliste, alors que son procès en appel confirme donc 7 ans de prison ferme. Qu'est-ce qui se passe, Hamid Lello? Est-ce qu'on peut parler de lutte clanique? Est-ce qu'on peut poser la question qui est responsable de cette condamnation? Est-ce qu'on veut enfoncer un autre clan? Votre réaction? Tout d'abord, je suis d'accord avec Maître Debbouz. Ça, c'est une affaire de chantage et de règlement de compte entre le régime algérien, quelques parties du régime algérien, les clans comme vous les appelez, et la France. Et d'ailleurs, la France a un État démocratique qui se comporte comme un État voyou quand il s'agit de gérer les affaires avec l'Algérie. D'un côté, il demande à l'exécutif d'abuser de son pouvoir et de faire des grâces parce qu'il y a des ressortissants, soi-disant français, qui sont détenus en France. Et de l'autre côté, il refuse d'intervenir dans le déroulement ou des décisions de la justice française quand il s'agit de ressortissants qui sont jugés en France. Et là, l'exécutif français dit « Ah, je suis désolé, je ne peux rien faire, notre justice est indépendante ». Maintenant, ce journaliste, aucun journaliste ne mérite d'être condamné. Au pire des cas, vous le refoulez, vous lui faites payer une amende et vous lui faites une interdiction de séjour en Algérie. Mais de là à jouer avec la prison, les condamnations et tout ça, c'est qu'ils essayent un petit peu d'aller dans l'escalade. Et effectivement, l'élément central de toute cette affaire, c'est le comportement voyou de certains agents de l'ambassade algérienne qui ont essayé de kidnapper un autre voyou. C'est une affaire entre voyous. Et ça me désole que les affaires de l'État algérien, de l'Algérie, soient rabaissées à ce niveau. C'est des voyous. Toutes les parties concernées dans cette affaire-là, c'est des voyous. Et où on va, ça se marchande. Ils sont en train de marchander, ils sont en train de faire de l'escalade. À la fin, qui va gagner? Je pense que la France, elle va encore gagner une fois encore. Mais on parle Hamid, on parle d'un opposant. La presse française parle d'un opposant algérien. Vous l'avez qualifié, bien sûr, que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de ce qualificatif. Vous êtes responsable. Mais vous parlez d'Amir Dized, Hamid Lello. Tfadal.
je suis, oui, je suis responsable de mes dires. C'est pas une affaire d'État. C'est pas une affaire d'État du tout. Moi qui me dis opposant à ce régime, je ne m'associe pas à des personnes comme ça. Si c'est ça le militantisme en Algérie, si c'est ça l'opposition en Algérie, alors j'en fais pas partie. Il faut que je change de qualificatif. Très bien. Et donc, comment vous trouvez cette condamnation? Vous partagez l'avis de Maître Salah Debbouze, étant donc. Absolument. Absolument. La condamnation Maître d'un Salah Debbouze a journaliste. parlé de la situation de Christophe Glaise, le qualifiant comme otage. Absolument, absolument. Mais d'un autre côté, vous savez, c'est difficile pour nous de faire une lecture très, très détaillée parce que nous n'avons pas tous les éléments de l'affaire. Mais sachant la situation en Algérie, sachant avec le type de régime politique qui existe en Algérie, ce journaliste aurait dû prendre quelques précautions, avoir un visa de travail. Si ce n'est pas possible, parce que c'est difficile d'avoir un visa de travail, surtout quand vous êtes journaliste. Et si vous avez un visa de touriste, c'est naïf et je dirais même improfessionnel de se laisser embarquer dans une situation pareille. Il aurait dû prendre ses précautions, quitter le territoire algérien quand le visa était arrivé à expiration et prendre ses précautions. Maintenant, est-ce que ces activités journalistiques étaient vraiment mêlées à l'affaire du MAC? C'est ce que le régime dit. En tant que journaliste, il avait le droit de faire son enquête, mais pas sous couvert. À ce moment-là, vous venez, vous faites une enquête sur le MAC ou bien vous faites une enquête sur la JSK. Mais d'après certains éléments qu'on a par rapport qu'on trouve dans la presse, c'est que les deux cas sont liés. La JSK, est-ce que la JSK est infiltrée par le mouvement du MAC? Probablement. JSK, c'est une équipe très importante. Elle représente aussi la région. Et il y a des gens en Algérie qui supportent le MAC. Ça, c'est une réalité, même si c'est une petite minorité. Mais encore une fois, le journaliste aurait dû prendre ses précautions. Très bien. Mohamed Zian Rahmoun, quelle est votre réaction donc par rapport à cette affaire, à cette condamnation du journaliste français Christophe Glaise? Premièrement, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, nous, en tant que membres de Riposte et représentants de Riposte, nous apportons toute notre solidarité totale à Christophe Glaise. Maintenant, pour faire une analyse de ce dossier, qui est un dossier à ne pas sous-estimer, plus il tarde, plus il devient lourd. Pourquoi ? Premièrement, Christophe Glaise n'enquête pas uniquement, enquêté, surtout n'oublions pas, sur la mort de Ibossi, le joueur de la JSK, survenu dans un contexte flou. Et j'étais à Tizi Ouzou à cette époque en Kabylie, je vivais là-bas, et la spéculation autour de la mort de Ibossi était incroyable. Jusqu'à ce jour, on aimerait bien que la lumière soit faite d'une manière sérieuse. Or, et bien évidemment, parce qu'on a trouvé une discussion WhatsApp avec un élément du MAC, et cette discussion remontait à une période où le MAC n'a pas été répertorié par le régime algérien comme étant une organisation terroriste. Donc, de là, il y a les questions. On l'accuse réellement pourquoi? Est-ce que c'est pour l'affaire Ibossi, parce qu'il veut connaître ce qui s'est passé, ou c'est juste on lui a trouvé un subterfuge, c'est-à-dire une raison quelconque? Deuxièmement, maintenant aussi, certains, effectivement, beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, Maître Debbouze et Inès Hamid Lou parlent aussi que ça peut être une monnaie d'échange. Mais pourquoi c'est un scénario qui pourrait fausser toute analyse? Parce que n'oublions pas que la justice française, vous ne pouvez pas l'arrêter. Malgré que vous pouvez la mettre en stand-by à un moment donné, elle va rebondir, elle va prendre le dossier, il y a des preuves, il y aura toujours le dossier qui va continuer. Et si c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir, et nous avons vu lors de dernier vote sur
les accords de 1968, comment que l'extrême droite est sortie victorieuse, bien sûr sur le plan formel, parce que réellement ces accords ne peuvent pas être annulés que d'un seul bord, il faudrait que les deux bords acceptent, mais toutefois c'est un indicateur important. Et si c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir, je pense que tous ces dossiers vont remonter. Et pourquoi je dis ce dossier est du lourd? Il n'a pas dit grand-chose tel que Sensal. C'est quelqu'un, en plus il est modeste, il a reconnu son erreur, je dirais tout simplement, en venant avec un visa touristique pour faire sa profession. Or, la loi, qu'est-ce qu'elle stipule? Il aurait pu avoir écopé d'une amende de 50 000 dinars à 100 000 dinars, à trop forte mesure, un sursis. Or, ils l'ont condamné. Donc, c'est pour ça que je dis, plus elle tarde, plus elle deviendrait une affaire mais quand il dit Sensal, il sera gracié, Mohamed. Est-ce que vous pensez que Christophe Glaise sera gracié comme l'a été Boualem Sensal? Je ne sais pas si Sensal écoute vos émissions, mais je lui conseille, justement, c'est lui de ne pas trop parler de Glaise. Plus qu'il parle, plus il va l'enfoncer. D'autant plus qu'après la sortie de Sensal, il a encore dit que tout le monde en Algérie l'appelle la légende des prisons algériennes. Je pense qu'il aurait pu être modeste comme Glaise et tout simplement laisser ceux qui veulent justement qu'il y aura un dégel entre l'Algérie et la France puissent reprendre son chemin, non pas les radicaux dans le régime algérien, qui est un clan qui nous a causé beaucoup de mal à travers déjà notre diplomatie et ce qui se passe en Algérie maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que tout simplement il faudrait que ce dossier doit être évacué le plus rapidement possible. Et même si c'est une monnaie d'échange, c'est une monnaie d'échange qui ne va pas trop tarder. Tôt ou tard, la justice va rebondir. Nous l'avons vu dans le cas de plusieurs personnalités politiques, dont la plus importante peut-être, c'est le débat d'aujourd'hui, c'est Sarkozy. Et même je dis que si c'est l'extrême droite qui va arriver au pouvoir, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont lâcher ce genre de dossier. Donc c'est pour ça qu'il faudrait régler ce problème, d'autant plus qu'il n'a rien fait réellement. Et c'est un autre message aussi, cette affaire donne un autre message à tous les journalistes qui veulent faire une investigation, que ce soit algérien ou non algérien, de ne pas faire d'investigation. Or, l'idéal, justement, c'est d'aller vers la transparence comme tous les pays du monde. Il y a des enquêtes qui se font, et arrêter à ce que nous vivons dans des situations où on ne peut pas connaître la vérité. L'histoire, on peut, à travers de nouvelles informations, des enquêtes sérieuses, des outils scientifiques, on peut en parler. On peut en parler de l'économie, etc. C'est comme ça que doivent vivre les pays, c'est pas dans l'omerta. Très très bien. Restez avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun. Bien sûr, la condamnation aussi de Saad Bouakba, le journaliste, tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger, a prononcé donc jeudi dernier son verdict dans l'affaire du journaliste Saad Bouakba. 3 ans de prison avec sursis. La Web TV Vision a été fermée, le matériel donc confisqué. On va revenir sur ça, mais aussi les déclarations de Rahabi et de Louise Hanoun. D'abord, on va commencer par ces déclarations de Rahabi. Nous vivons ces dernières années la plus grosse régression en matière de libertés individuelles et collectives depuis la première constitution pluraliste de Chadli Benjedid. Elle est marquée par une externalisation du débat politique interne que nous n'avions pas connu, même pendant les années de terrorisme. Porteur ce débat à l'étranger signifie une incapacité à l'organiser à l'intérieur, et faire ainsi réguler la vie politique de la nation par des réseaux sociaux offshore. Cela signifie aussi prendre le risque de mettre l'Algérie sous la pression et le chantage diplomatique des puissances étrangères qui hébergent les activistes algériens à l'étranger. La justice aussi paie de sa crédibilité et de son indépendance l'instrumentalisation qui en est faite et qui donne l'image d'un pays sans contre-pouvoir institutionnel où l'arbitraire s'érige en mode de gouvernement. Saad Bouakba, Abdelwakil Blam et bien d'autres personnes sont des victimes de cette dérive programmée de notre système politique qui ne veut pas se rendre à l'évidence qu'aucun projet politique ou programme économique ne peut aboutir sans l'adhésion libre, volontaire et consensuelle de notre population, réduite à la mobilisation autour des questions d'approvisionnement et des questions d'actualité mondiale, plus qu'autour de ses propres défis nationaux. En Algérie, historiquement, les périodes de fermeture médiatique et politique ont toujours été accompagnées d'une augmentation de la corruption, d'arrestation et de privation de liberté des personnes, de la radicalisation des forces politiques et de désintérêt croissant pour la chose publique par la majorité des citoyens. Le pays se dévitalise alors, devient une addition de destins individuels, et le silence et l'opportunisme s'élèvent au rang de vertu nationale.
Le plus dramatique pour nous serait de ne pas apprendre des crises vécues par le passé et des expériences des autres. Voilà, donc le tweet de Rahabi, l'ancien ministre, l'ancien diplomate, Rahabi qui considère que l'Algérie connaît aujourd'hui sa plus forte contraction des libertés depuis donc l'ouverture politique de 1989. Mais aussi ces déclarations de Louisa Hannou, la chef du Parti des travailleurs, après sa rencontre avec Abdelmajid Tebboune. طرقت لمسألة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وأنا ألحيت أنه إحنا بحاجة إلى عفو شامل سياسي يعني قرار سياسي سيادي c'est-à-dire une amnistie générale politique اللي تخص الحقوق والحريات. قال لي أن أطلقت سراح يعني أعداد هائلة مئات الآلاف من المعتقلين. قلت له هذوما تاع الحق العامة ويعني المفروض انه هذا الاحكام يعني بالسجن بالحبس يعني ما لازمش تكون يعني بهذه السهوله. Voilà, Maître Salah Debbouze, donc on a entendu les déclarations de Louisa Hannoun. Qu'est-ce qu'elle a dit au chef de l'État Majid Tebboune concernant donc les détenus d'opinion? Elle a parlé d'amnistie générale politique, mais aussi ce constat de Rahabi, un constat qui est terrible en termes donc de régression des libertés. Il dit que l'Algérie n'a jamais connu donc cette situation de contraction des libertés depuis l'ouverture politique de 1989. L'ancien ministre dénonce donc également l'usage politique de la justice, illustré par les poursuites visant donc les journalistes Saad Bouakba et Abdelwakil Blam. Votre réaction? Ben oui, quand il dit depuis l'ouverture de 88, en fait, c'est pour dire depuis 1962, parce qu'avant 88, il n'y avait pas d'ouverture. L'Algérie n'a jamais connu une restriction. Moi, j'irais jusqu'à dire depuis 62, parce que même à l'époque du parti unique, même à l'époque où il y avait la dictature de Ben Bella et de Boumediene, il y avait un minimum quand même. On pouvait parler dans le cadre allez-y voir les journaux, par exemple de Algérie Actualité, Révolution africaine. Il y avait des thèmes assez importants, même si c'était un petit peu pas tout à fait libre, mais il y avait des espaces pour s'exprimer. Je me souviens des articles de Katib Yassine, de plusieurs, il y avait des espaces qui permettaient l'expression quand même un peu plus ou moins, mais aujourd'hui vous ne pouvez rien exprimer, mais absolument rien du tout, et en plus c'est l'obscurité totale, c'est-à-dire que vous n'avez aucun indicateur, rien ne vous donne des indices, et puis après Tebboune il dit on me balance des chiffres qui ne sont pas vrais, mais tu as tout fermé, tu as débranché le tableau de bord et tu attends que des chiffres t'arrivent, ils vont t'arriver par où? Et bien sûr que les gens qui sont à côté de toi, ils vont essayer de te donner des chiffres pour te faire plaisir. Donc tu as fermé les espaces, c'est ça le résultat. Ce qu'a dit Rahabi, c'est vrai. Et ce qu'a dit Louisa Hannoun, vous avez passé un passage, mais moi j'écoutais une autre interview où elle précisait que Tebboune lui avait dit, quand elle lui a demandé de libérer les détenus d'opinion, premièrement, la chose la plus importante, c'est qu'il ne dit pas qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Il lui a pas dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Il lui a dit on peut avoir des grâces. Et elle a répondu que moi, je lui avais dit on ne veut pas de grâce, on propose une amnistie générale, qu'elle ait un caractère politique. C'est-à-dire ce ne sont pas... Louisa Hannoun veut par cet acte, c'est-à-dire veut valider la qualité de détenu d'opinion quand elle appelle à la grâce, à l'amnistie générale. En amnistie, quoique, bon, l'amnistie en général, les amnisties viennent après les troubles sociaux qui impliquent des mouvements même parfois violents, et qui engage des responsabilités compliquées
et donc qui nécessite une solution politique. C'était le cas pour les violences des années 90. Louis Hanoun appelait à l'époque, avec certains autres courants politiques, appelait à l'amnistie générale. Bon, on peut être d'accord ou pas, mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. Appeler à l'amnistie générale dans un contexte qui a l'apparence d'être calme, mais on sait très bien qu'il y a une répression. C'est vrai qu'il faut une décision politique, mais c'est pas seulement pour libérer les gens. Il faut d'abord libérer les espaces. Ensuite, c'est une conséquence qui va venir pour libérer les gens qui sont en prison, parce que ça sert à rien. Si vous continuez à fermer tous les espaces et libérer maintenant des gens, après, puisque les espaces resteront fermés, vous allez les remettre en prison d'une façon ou d'une autre. Donc, il s'agit d'un système politique qui est en panne, et nous savons très bien que nous avons tous compris qu'il ne peut pas, ce système politique, le régime en place n'a pas les moyens, et même s'il avait les moyens matériels, il n'a pas le savoir-faire pour s'ouvrir, parce que dès qu'il s'ouvre, il est critiqué, et la critique va être sévère. Il y aura des dossiers de corruption, il y aura des dossiers de détournement, il y aura des preuves qui vont être portées devant l'opinion, et c'est insoutenable. Il peut pas assumer, ce régime ne peut pas assumer, et beaucoup de personnalités politiques partant de Tebboune et Chinguiriha à certains maires et à certains ministres et à certains, beaucoup de personnalités politiques sont impliquées dans des affaires très lourdes et compliquées, et ils savent très bien que s'ils ouvrent le champ politique, le champ des libertés, certains dossiers vont sortir et ils vont être impliqués. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas ouvrir ce champ politique. Ils ne peuvent pas libérer la presse, ils ne peuvent pas libérer même la justice, ils ne peuvent rien libérer parce que c'est eux qui vont aller en prison. C'est ça la complexité de la question. Et donc maintenant, Rahabi et Louis Hanoun essayent de faire un travail d'accompagnement de ce régime pour un petit peu corriger ce qu'on peut corriger, pour éviter le pire, pour ne pas que que la communauté internationale fasse des pressions, que pour trouver des solutions à l'intérieur du pays. Mais encore faut-il qu'il y ait d'abord une bonne volonté, des gens qui tiennent le pouvoir, ensuite qu'il y ait les moyens techniques et humains pour pouvoir faire quelque chose de sérieux à partir de l'intérieur. Mais sinon, si on ne peut rien faire de l'intérieur, moi je trouve légitime qu'on aille chercher la solidarité internationale, comme ça a été pour la Palestine. La Palestine, le problème de Gaza a été les forces qui ont de l'influence sur Gaza ont été contraints à revoir c'est-à-dire leur exigence à la baisse par rapport à la pression des peuples, j'allais dire du monde. Il y avait un mouvement de solidarité extraordinaire. Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Hamid Lellou, votre réaction. Je pense qu'on en a fait une émission par rapport donc, à ces déclarations qui ont été faites par Abdelaziz Rahabi, l'ancien ministre. Mais c'est des déclarations aussi récurrentes. On se rappelle très bien des déclarations aussi de Sofiane Djilali, l'ancien président de Jil Jadid, qui sont donc dans la même logique, critiquant la situation que traverse notre pays en termes de liberté, en termes d'ouverture politique, d'ouverture médiatique aussi. Ces déclarations de Louis Hanoun, qu'est-ce que ces déclarations nous renseignent-elles donc de la situation que traverse notre pays, mais comment peut-on les lire aussi politiquement? On ne vous entend pas Oui, je disais, c'est exactement la question que je me posais en écoutant votre invité. Et je vais faire une synthèse rapide.
L'arrestation de Bouaqba, bien sûr, quelle bêtise humaine. Et je me demande que cette fois-ci, ce qui avait sauvé le journaliste, c'est que quand il avait déclaré au juge, il a dit j'espère que je vais mourir en prison cette fois-ci. Et du coup, peut-être qu'ils ont dit bon, on ne veut pas de lui. Ironiquement, il lui a dit Tehennaou minni. Absolument. Alors, peut-être que le juge il s'est dit non, je ne veux pas qu'il meure en prison, on va le laisser rentrer chez lui. Ils lui ont fait une condamnation en sursis. Je vais, pour répondre à votre question, je vais vous donner la fin de mon analyse. Je ne l'ai jamais dit, mais je pense, je ne suis pas un voyant, mais je pense que la fin de ce régime se dessine de plus en plus. C'est peut-être une question de mois ou une question d'un an ou deux. Pourquoi? Les événements qui se succèdent, les prisons, les arrestations, les prisonniers étrangers, tout ça fait tâche. Tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le régime. Et ça s'accumule. 2, les sorties médiatiques dont vous avez parlé. Et j'avais déjà dit, les Rahabi, Djilali, et ce sont les canaux informels de médias du régime. S'ils sortent, c'est qu'ils sont en train d'annoncer qu'il y a feu à la maison. Troisièmement, les décisions populistes, avec ce budget astronomique, les dépenses sociales, les dépenses avec la défense, comme si c'était on va défendre l'Algérie qu'avec l'argent. Et tout ça font que le régime algérien, c'est le dernier régime qui n'est pas encore tombé. Je parle pas des monarchies, ça c'est des régimes autoritaires. Mais au moins, ce sont des régimes autoritaires qui ont la bénédiction du monde occidental. Donc, ils ne les dérangent pas. Mais le régime algérien, c'est un régime qui ressemble à celui de la Libye, celui de l'Irak, celui de la Syrie. Je ne dis pas qu'il va y avoir une intervention militaire étrangère, mais tous ces événements risqueraient de faire chuter ce régime. Maintenant, moi je m'en fous du régime. Moi, ce qui me concerne, c'est très important, Hamid, ce que vous êtes en train de dire. Mais le fait de parler de ces pays, donc vous avez évoqué, vous avez parlé de la Syrie, de l'Irak et de la Libye. Est-ce que vous pensez dans la conscience des Algériens, quand vous parlez de chute du régime, il n'y a pas risque qu'on finisse dans cette situation de non-État, entre guillemets, que vivent donc ces pays que vous avez mentionnés? Non, justement, parce que on a vécu une expérience en 90, ça c'est un, et c'est parce que quand je dis la chute du régime, je voulais pas dire la chute du régime, mais le changement du régime. Pas nécessairement un changement positif pour l'Algérie, pas nécessairement une indépendance de l'Algérie, pas nécessairement une transition vers une démocratie en Algérie. Mais un passage obligé. Pas obligé, mais on risque, et je le vois, ce sont tous des signes annonciateurs pour moi qui disent que l'équipe, entre guillemets, qui est en charge en ce moment en Algérie, elle va bientôt partir. Quand je dis bientôt partir, elle va se faire donner un pied dans le dos, on va dire, hein, dans le bas du dos. Et ils vont pas rester plus longtemps. C'est ça dont je parle. Mais le vrai changement en Algérie, le changement positif et durable, ne se fera pas sans le peuple, sans l'opposition réelle, sans les hommes et les femmes et les enfants de l'Algérie sincères, sérieux, qui veulent le changement. Le changement que je prédis dans quelques mois, il va se passer. Cette équipe-là qui est en charge, elle va se faire
évincés, mais ceux qui vont les remplacer ne seront pas mieux. Et l'Algérien, la vie de l'Algérien en général, elle va être de pire en pire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, le régime est en train de faire du pied à certaines forces internationales pour essayer de sauver ceux qui comprennent la géostratégie ont déjà compris à quoi je fais référence, mais tous ces appels du pied du régime à certaines forces, je ne sais pas si ça va suffire. Très bien. Mohamed Amzian Rahmoun, est-ce que vous partagez donc ce constat de Hamid Lello? Votre réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que depuis le Ramadan de l'an dernier, j'ai dit que le régime a atteint sa limite politique. Et oui, il a atteint sa limite politique, il doit muer vers autre chose. C'est tout à fait normal. Il y a un contexte international, il y a des défis sécuritaires, il y a la situation à l'intérieur de l'Algérie. Et ceux qui comprennent les sociétés savent complètement, d'une manière même, je dirais, d'une manière probabilistique, si vous voulez, ils savent quels sont les éléments qui vont faire à un moment donné un bouleversement sociétal, un bouleversement social, etc. Les éléments cités tels que la justice n'est pas une justice, nous avons une justice complètement dépendante du pouvoir exécutif et bien évidemment des décideurs. Nous avons donc une situation économique pas trop reluisante, tant bien que mal qu'ils essayent de maquiller ceci par ce qu'on appelle des chiffres macroéconomiques. Et nous avons aussi ce sentiment de peur qui, non seulement il est partagé par le peuple algérien, et aussi par le régime lui-même. D'autant plus qu'il y a un enjeu mondial, c'est celui je dirais tout simplement, de ces puissances qui veulent à tout prix s'acquérir des terres rares ou de l'énergie tout simplement, de se positionner par rapport à un plus grand champ de bataille. C'est celui d'un ordre mondial qui a été réfléchi par les néoconservateurs américains et exécuté par Vladimir Poutine. Donc, de ce fait, cette situation très, très compliquée, qu'on le veuille ou pas, fait que le régime algérien doit tout simplement se poser la question suivante. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou non? Par contre, on est en train de voir que le régime, l'attitude ou le choix qu'il a fait l'a amené à des erreurs purement stratégiques. Et le coût pour reculer pèse. Et c'est pour cela que, à chaque fois que je fais des interventions, et beaucoup aussi font des interventions, nous appelons à un retour en arrière pour éviter justement à ce qu'il y ait des scénarios non contrôlables. Parce que moi, je pense que... Qu'est-ce que ça veut dire un retour en arrière, Mohamed Amzian, quand vous dites un retour en arrière? Oui, bien sûr, parce que les emprisonnements, la loi sur 87 bis, qui est une épée de Damoclès, prendre des groupes, les appeler des groupes terroristes, essayer tout simplement à chaque fois qu'il y a un homme d'affaires qui ne brosse pas dans un clan, il est éliminé. Toute cette situation que nous connaissons tous, et bien évidemment démilitariser les universités algériennes, et je sais de quoi je parle, ils sont tout simplement... vous voulez dire un retour en arrière, ça veut dire un apaisement, c'est ce que vous voulez dire par rapport à la situation. Oui, on peut utiliser ces termes, oui, un apaisement de la société premièrement, ouvrir les champs du débat constructif et contradictoire, pour élever le défi, accepter la transition démocratique. Parce que s'il y a un système capable d'être flexible et suivre les évolutions, c'est bien un système démocratique, non autocratique. Un système démocratique, par exemple, prenons le cas de Bouakba. D'accord, il a dit des choses, il a lu un livre, il a pris une référence. Par contre, dans un débat contradictoire, il y aurait 2-3 personnes, des historiens qui peuvent le contredire. Le meilleur exemple, c'est celui, par exemple, de Melk Benabi et Ben Bella et comment il s'appelle, Ali Kafi, quand ils ont critiqué la personne de Abban Ramdan, d'ailleurs lui aussi, Abban Ramdan, le neveu de Abban a répondu par un livre en donnant des vérités historiques. Par exemple, quand Bouakba cite quel est l'architecte du congrès de la Sommane, il cite Karim Belkacem, mais il y a des livres qui infirment. Donc il faut laisser justement dans une société démocratique le débat contradictoire et les outils scientifiques. Il ne faut pas avoir peur de son histoire. Si on demande à reconnaître les crimes de la colonisation, il faudrait accepter notre histoire telle qu'elle est, en bien ou en mal. C'est notre histoire, on l'assume pour progresser,
pour ne pas refaire les erreurs. Et c'est pour ça que ce passage intéressant de Rahabi, il parle, on est en train de refaire les mêmes erreurs. Oui, on est en train de refaire les mêmes erreurs. Et en Algérie, moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu en Algérie, j'ai voyagé en Algérie, je suis militant et activiste. J'étais militant et activiste en Algérie. Je sais à peu près comment les choses se font. Si certains rêvent de démocratie, d'autres rêvent pas de démocratie. Rassurez-vous. Et c'est ça, et ceci est un autre danger qui se rajoute pour l'Algérie. Et les puissances étrangères, en fait, c'est leur intérêt qui incombe. Regardez le président syrien actuel. Il y a quelques années, c'était un terroriste. Maintenant, tout le monde est admis dans le concert des nations. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait, chacun de nous doit s'interpeller, y compris les éléments du régime. Et je sais qu'à l'intérieur, certainement, il y a des gens de bonne volonté qui veulent aspirer à une Algérie meilleure. Chacun de nous doit faire son mea culpa, s'interpeller. Il faut sortir de cette crise et indemne. Mais même l'opposition, Mohamed Amzian Rahmoun, l'opposition bien sûr légitime, qui demande donc un changement du système, très rapidement. L'opposition souffre d'un problème qu'on appelle l'ego. On doit tous apprendre à complètement raser cet ego qui est en nous. On doit parce que nous avons un SMIC commun qui nous lie, c'est la transition démocratique. Nous connaissons ce qu'on appelle les garde-fous de la démocratie. On peut s'associer. Peu importe celui qui est avant de nous, parce qu'il y a cette lutte de leadership, eh bien que ceux qui veulent être leadership, ils n'ont qu'à être les premiers. L'essentiel, il y a plus d'important que notre personne, c'est l'Algérie. Très bien. Maître Salah Debbouze, très rapidement, parce qu'on me dit on a dépassé le temps de l'émission, le plus important dans la situation que traverse notre pays, c'est l'Algérie. Est en train de dire, Mohamed Amzian Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la situation, elle est critique. Elle n'est pas seulement soulevée par vous, en tant que militant des droits de l'homme, mais aussi par des anciens ministres comme Rahabi, comme Sofiane Djilali, qui a rencontré plusieurs fois, à plusieurs reprises, Abdelmajid Tebboune. Très rapidement. Le plus important, c'est le citoyen algérien. L'Algérie, c'est un moyen pour garantir aux citoyens sa dignité, ses libertés, etc. Maintenant, si l'Algérie ne peut pas garantir, ça c'est la loi de la nature, hein. Si l'Algérie ne peut pas garantir ça, il y aura un changement par un moyen ou par un autre des gens vont vouloir changer ce pays par autre chose et ça va être légitime, je dirais, hein, parce que si vous êtes considéré comme citoyen algérien et vous êtes humilié tout le temps pendant 60 ans, vous savez, Bouakba a dit j'ai contesté parce que on a dit, Bouteflika avait dit De Gaulle était une grande personne, mais j'ai contesté fortement parce que De Gaulle m'a tué mon frère et a mis mon père et ma mère en prison. Ben aujourd'hui, il y a des Algériens qui peuvent dire la même chose du régime actuel parce qu'ils ont tué des gens, ils ont mis 2-3 gens en prison. Et ben il y a des gens qui vont contester la forme actuelle de l'État et ça sera légitime parce que c'est la dignité humaine qui passe avant tout. Absolument. Restez. Hamid Lellou, 10 secondes. Allah Ibarak Fik, je vous laisse le mot de la fin. 10 secondes parce qu'on me dit on a dépassé le temps. L'Algérie est en danger. Et il faut que les Algériens fassent quelque chose. Silmiya, Silmiya, Silmiya. Merci beaucoup, Hamid Lellou et Atik Saha. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie donc tous mes invités. Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte International. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous. Merci. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Et merci à Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et Atikum Saha. Ou Bqaw ala khair.